Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e webinaire qui porte sur la rubrique Inspiration et le branding. Donc, ce matin, vous avez eu Hervé Monnier, vous avez eu le Costa Rica et justement cette question du Nation Branding. Là, cet après-midi, on va parler des marques, notamment des marques publiques, des marques de territoire, mais globalement des marques dans cette période de transition avec le Covid-19. Pour en discuter, je remercie beaucoup tout d'abord Isabelle Musnik, qui est la fondatrice et la directrice des publications d'Influencia, qui est avec nous cet après-midi. On aura également avec nous Marc Thébault, qui est le responsable de la mission attractivité de la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Et on a également avec nous Albine Villeger, qui est la responsable du pôle éditorial et marque de Tout commence en Finistère. Donc, dans le cadre de ces inspirations dans cette période de transition autour des marques, il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment sur la question de la visibilité. Est-ce que les marques doivent être encore plus visibles dans cette période de transition? Est-ce que les marques doivent se faire un peu plus discrètes, être en retrait? Isabelle, qu'est-ce que les marques doivent faire dans cette période, on va dire, de transition qui est assez inédite pour tout le monde? Déjà, c'est vrai qu'on est dans une période compliquée, c'est un euphémisme que de le dire, et c'est une période où on attend évidemment de la bienveillance. On l'attend de la part de l'État, des territorialités, des médias, de tout le monde et des marques. Ce qui est intéressant, c'est que les Français ils attendent du bien, du good. On a fait notre revue qui sort la semaine prochaine et qui est consacrée au monde de demain, au monde nouveau. On a fait une petite enquête avec l'Institut Eligo auprès des Français pour leur demander ce que c'était le good. Et leur réponse, c'est que le good, c'est vraiment donner sans attendre en retour. C'est essayer d'aider les autres sincèrement et non juste pour se faire bien voir. Donc, c'est pas du win-win. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les marques soient simplement généreuses. Il faut qu'elles soient solidaires. Il faut qu'en fait, elles disent aux consommateurs en quoi puis-je t'aider. Et ces marques-là, elles vont jouer un rôle dans le quotidien du consommateur. Et toutes les enquêtes là, qui ont été faites depuis quelques semaines montrent que les marques qui reviennent le plus dans l'esprit des consommateurs comme des marques bienveillantes, comme des marques pratiquant le good, ce sont des marques comme Accor, des marques comme Decathlon, comme Carrefour, c'est-à-dire des marques qui ont agi. Alors en effet, certaines l'ont fait très ouvertement. Elles étaient présentes, oui. Discrètement. Et aujourd'hui, dans cette période, vous pensez qu'il vaut mieux être plutôt très présent, plutôt très discret dans la communication? Je pense qu'avant tout, il faut être communiqué, il faut être présent, il faut communiquer, mais il ne faut pas communiquer sur quelque chose qui ne va pas être fait. C'est-à-dire que véritablement aujourd'hui, il faut qu'une marque, elle soit dans l'époque du faire et pas du dire. Donc, Decathlon, au départ, quand Decathlon a transformé ses masques comme respirateurs, il n'en a absolument pas parlé. C'était fait en Italie. On a commencé à être au courant, donc Decathlon a pu, de façon très discrète, dire qu'il avait agi en ce sens, mais Decathlon a refusé de faire des grandes déclarations tonitruantes comme certains l'ont pu faire. Donc, je pense qu'il faut évidemment continuer à agir. Il faut le faire savoir si véritablement ça fait partie d'une démarche bienveillante et puis une démarche sur le long terme. C'est pas un one shot. Vous savez, il y a des marques, des petites marques qui, par exemple, dans la boulangerie ou dans la pâtisserie, qui ont fait 40 communiqués de presse en disant on a fourni 50 croissants à tel hôpital à côté. Oui, enfin c'est bien, mais bon, voilà. Donc oui, voilà. Donc il faut véritablement le faire savoir ensuite et rester dans une démarche sur le long terme, pas seulement sur le court terme. Et lorsqu'on est sur une marque de territoire, notamment la marque Tout commence en Finistère, qui est une marque présente sur, on va dire, le territoire français et international, comment on réagit justement dans cette période de transition? Est-ce qu'on se dit il faut être un peu plus discret sur notre communication? On va attendre? Est-ce qu'il faut être présent?
Donc, Albine, toi, comment est-ce que vous avez pu gérer ça au niveau de la marque Tout commence en Finistère? Alors, au sein de l'agence d'attractivité Finistère 360, qui s'occupe de la marque de territoire, Tout commence en Finistère, hein, qui n'est pas une organisation, on a fonctionné par séquence. Et au tout début de la crise, dans cette ambiance un peu étrange de sidération, on a justement fait le choix de la sobriété et de l'humilité, en considérant que dans un premier temps, on ne communiquait plus sur les réseaux sociaux, bien évidemment sur une séquence courte de 15 jours, mais également parce qu'on a déployé une démarche d'attractivité qui repose pour une large part sur la dimension expérientielle, hédoniste, et que pour le coup, c'était totalement décalé. Donc, on a fait sans faire savoir, c'est-à-dire qu'on a pris à tâche avec les élus, les partenaires, les ambassadeurs. On a mis en place un certain nombre de démarches pour des initiatives solidaires et passé 2 semaines en annonçant on se recentrait sur un certain nombre d'actions. On a repris les communications lorsque la durée du confinement a été formalisée comme beaucoup plus longue. On a mis en place des communications sur les initiatives solidaires. On a mis en place un cadencement quotidien pour conserver ce rythme des temps de semaine qui était très perturbé, pour que les gens gardent leurs repères. On a mis en place des ateliers ambassadeurs pour que les uns et les autres s'entraident en partageant des connaissances sur l'usage des outils numériques, sur la gestion des réseaux sociaux, sur l'optimisation des sites web, sur tout ce qui relevait du digital et que les gens ne maîtrisaient pas forcément. Et puis petit à petit, on a repris des communications différentes tout en conservant un certain rythme, par exemple sur LinkedIn. Plutôt que de partager sur les tendances contemporaines du marketing territorial et les actions de l'agence, on a partagé des infographies développement économique sur les caractéristiques identitaires et affinitaires du Finistère. Et au lieu de communiquer sur les actions de l'agence, on a communiqué sur toutes les actions des acteurs locaux, notamment avec des cartes interactives qui renseignaient ceux qui étaient toujours en activité et qui avaient besoin de travailler précisément. Oui, c'était une communication véhiculée en effet par la marque, mais par rapport à ce que faisaient les acteurs sur le terrain. Sur Caen-la-Mer, est-ce qu'également il y a eu cette progressivité, c'est-à-dire plutôt une certaine discrétion, puis un retour un petit peu de la communication? Comment ça s'est passé, Marc? Oui, alors, la situation est particulière ici, puisque la marque territoriale que vous avez ici est très récente, et elle n'a pas encore pour l'instant, en tous les cas sur les réseaux sociaux par exemple, ces supports de communication propres. Donc on passe encore par la communication des institutions qui collaborent à cette bannière commune. Tout ça pour dire que la période même de pandémie et de confinement, pour le coup, communication institutionnelle, priorité aux institutions, priorité pour donner le nouveau mode d'emploi collectif sur le territoire, qu'il s'agisse d'initiatives, qu'il s'agisse de conseils, qu'il s'agisse de on ne fait plus ça ou alors faites ça, enfin bref, voilà. Donc la marque en tant que telle n'a pas communiqué à l'intérieur du territoire, et si communication il doit y avoir et il va y avoir, pour le coup, sous l'intitulé Qu'en Normandie, c'est quelque chose qui va se déclencher, enfin, qui a déjà commencé début juin, tourné vers l'extérieur et, pour le coup, avec une adaptation du discours. Ok, donc ça sera ça sera peut-être une autre question. Ouais, ce sera sur la période qui va arriver. Sur les axes, justement, de communication, la question du repositionnement des messages, des marques. Isabelle parlait en introduction de cette volonté de faire du good, c'est-à-dire de l'utilité des marques. Est-ce que on est plutôt dans une continuité? Est-ce qu'on est parfois dans une rupture? Albine, toi par exemple, surtout commençant en Finistère, comment est-ce que vous avez fait évoluer les messages dans cette période de transition? On les a plus recentrés sur les acteurs de terrain. S'agissant de l'évolution des messages, je dirais que pour les marques de territoire, on incarne plus une forme de continuité. S'agissant de cette tendance en solidarité, pour la marque Tout commence en Finistère, ça faisait partie de son ADN dès le départ, solidarité, attractivité. Et donc là, comme on est en train de reconfigurer un petit peu notre environnement éditorial, il va s'intéresser aussi de manière beaucoup plus importante à la dimension environnement et nature. Mais je dirais que les marques de territoire, elles ont cet avantage au départ d'incarner un intérêt général. L'attractivité du territoire, c'est un objectif qui ne peut s'envisager que s'il est partagé entre acteurs publics et privés.
Et on le voit bien évidemment, un marketing territorial qui ne serait pas approprié sur le territoire lui-même n'a pas de sens. Avant de s'exporter, il faut quand même approprier. Et comment on agrège une communauté humaine autour d'une marque, et les marques privées s'y emploient, mais avec difficulté, on ne peut agréger une communauté humaine autour d'une marque que si elle incarne des valeurs. Et ces valeurs, ça a été toujours le cœur de l'ADN de Tout commence en Finistère. On n'a pas l'exclusivité, mais en tout cas, ça faisait partie vraiment des éléments prégnants lorsque elle s'est constituée et construite à partir de 2011-2012. C'est ce qui a permis d'agréger une communauté d'ambassadeurs qui est passée en 4 ans de 850 à 1500, avec une acceptabilité de toute personne souhaitant s'intégrer dans cette démarche d'attractivité du Finistère, avec un partenariat, alors effectivement, qui était gagnant-gagnant, comme le soulignait Isabelle, mais qui met au cœur de son objectif l'attractivité partagée et solidaire du territoire, avec une tradition de territoire inclusif pour le Finistère et la Bretagne, bien évidemment. Mais en tout cas, nous, on est en train de poursuivre cette évolution, de la parachever, mais on n'est pas dans une révolution. Alors, je pense que le changement pour les marques privées est beaucoup plus considérable à prendre en compte. Et ce que l'on fait, nous, c'est qu'en fait, on évolue, c'est assez amusant de voir ce mouvement de double évolution, avec une étude Ipsos qui avait mesuré donc l'influence, l'image et la réputation de la marque, la confortant avec une dimension d'actif immatériel et de création de collections de produits. Donc, l'actif immatériel, on va le transformer effectivement pour qu'il soit créateur de richesse, mais avec une dimension solidaire de reversement à des associations. Et on est en train de signer cette collection Tout commence en Finistère pour qu'elle soit créatrice de valeur, mais alors dans les deux sens du terme, c'est-à-dire créer des richesses, oui, mais à partir du moment où elles sont partagées. Et en fait, on est en co-branding maintenant avec des marques privées pour le faire. C'est ça l'évolution importante. Oui, c'est des marques qui ont une nouvelle fonction pour le coup, et la communication sur des valeurs. Quand la mer, on était également sur une communication on va dire, d'une identité de territoire. Donc, dans cette période de transition, comment on fait justement pour garder cet ADN? Comment est-ce qu'on arrive à communiquer autour de l'ADN? Est-ce qu'on adapte cet ADN? Comment ça s'est passé, Marc, sur Quand la mer? Oui, alors, est-ce qu'on adapte son ADN? J'en sais rien. En tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que le prime est donné aux marques qui ont déjà un certain nombre de valeurs dans leur ADN. Celles qui ont fait le choix de ne pas en avoir, évidemment que je vais citer personne, mais toutes les marques... Non, mais ne m'oblige pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les marques ont choisi comme positionnement quelque chose de l'ordre du gadget franglais, quelque chose de l'ordre du jeu de mots plus ou moins intéressant. À mon avis, se sont trouvés fort dépourvus quand la pandémie fut venue. Et prime, à mon sens, aux marques qui ont pris le temps en amont. Bon, très joli chat. On a un cat chez Albin, oui. Ouais, il est magnifique. On pris le temps de travailler, évidemment, une plateforme argumentaire fondée sur les valeurs. Donc, pour faire court chez nous, nous avions comme objectif principal, et ça c'est vraiment l'objectif principal de la mission attractivité, l'attractivité résidentielle avec, comme beaucoup, le fait de viser et de cibler Paris, c'est ce fameux jeune couple de 25-40 ans avec enfants qui se dit d'un seul coup, mon Dieu, c'est plus possible, il faut que je revienne à des valeurs plus fondamentales. Il se trouve, et ça c'est un constat qui a été assez unanime, que la Normandie, notre territoire, le département du Calvados et en particulier notre littoral, a été quelque part un refuge pendant le confinement. Et qu'un certain nombre de Parisiens sont venus se faire confiner ici. Donc l'idée, c'était non pas de communiquer exclusivement sur le fait que nous sommes une valeur refuge, parce que ça rime pas forcément avec modernité, emploi et dynamisme, mais en gros, alors qu'on avait une signature publicitaire qui était votre nouveau Paris, choisir la liberté, on est aujourd'hui sur une signature qui est votre nouvelle vie, revenir à l'essentiel. L'idée était de dire qu'on est certainement crédible par rapport aux actions qu'on a déjà menées et par rapport à notre plan argumentaire pour montrer que oui, ici et peut-être plus qu'ailleurs, ces valeurs essentielles qu'un certain nombre d'études comme celle de Paris Je te quitte ou d'autres sont en train de montrer que oui, il y a une attente pour revenir à des choses dites plus fondamentales, plus essentielles, même si on n'est pas dupe, même si, et moi le premier, le privilège de l'âge fait que j'ai évidemment rêvé devant la fameuse France
Black Blanc Beurre de juillet 1998 sur les Champs-Élysées, et que l'histoire a montré que le rêve était un peu court. En tous les cas, si tant est qu'il y ait quelque chose de l'ordre de « c'est plus possible, on ne peut pas revivre ça », et préparons le fait que si ça advient, eh bien, il faut qu'on trouve un endroit où vivre une vie certainement meilleure. Ben, on essaie de se positionner là-dessus, et c'est le sens des communications qu'on est en train de faire, en particulier sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc on reste sur le même ADN, mais on met l'accent en effet sur des messages qui sont, on va dire, appropriés par rapport à cette période de transition. Sur les marques, globalement, Isabelle, est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose qui peut être déroutant pour le consommateur, l'usager, la cible globalement en marketing territorial, de dire voilà, il faut garder un certain ADN, il faut communiquer, mais en même temps, il ne faut pas communiquer de manière trop ostensible, c'est-à-dire il faut que ce soit assez discret, etc. Comment on arrive à faire savoir, sans être quelque part un peu trop imposant dans sa communication, à le faire de manière un peu discrète, cet affichage de valeur? C'est le problème de toute façon de toutes les marques, que ce soit des marques territoriales ou des marques grande consommation. C'est à quel moment il faut communiquer, pendant combien de temps, et à quel moment il faut s'arrêter. Mais c'est vrai que si une marque, comme une marque territoriale, sait communiquer sur ses valeurs, elle va le faire de façon, je dirais, raisonnable à certains moments. Là, bien sûr, là, on est dans une période exceptionnelle, la crise du Covid. Mais si on met entre parenthèses 2 minutes la crise, en espérant qu'elle soit finie, la marque territoriale, elle est obligée de communiquer. Elle est obligée de communiquer sur ses réalisations, sur qui elle est, sur ses avantages. Et puis, cette idée de Made in France est très, très importante aujourd'hui. Je vais reciter un autre sondage, mais il est tout récent. C'est l'agence W qui vient de faire une grande enquête auprès des consommateurs avec 2 points très intéressants qui montrent pour une marque, quelle qu'elle soit. Mais pour 55% des consommateurs, le Made in France est un facteur de confiance. C'est énorme. Et quand on leur demande quels sont les enjeux prioritaires pour les marques, ils répondent que l'enjeu prioritaire numéro 1, c'est le Made in France, 44%. L'environnement n'arrive qu'en 2e position, avec 37%, et la santé, 36%. Donc, cette notion de Made in France, donc Made in France, Made in territoire, elle est extrêmement importante. Les marques territoriales sont Made in France, en effet, Made in territoire, et cette confiance, donc ce que vous dites, c'est que cette confiance, il faut la communiquer. Pour donner confiance, il faut être présent, il faut expliquer ce qu'on fait, il faut rassurer. Absolument, absolument. Il faut communiquer, c'est vital, à condition de bien le faire, évidemment. Je suis d'accord quand on dit que certaines communautés territoriales ont communiqué, on ne dira évidemment pas lesquelles, avec des jeux de mots un peu curieux, ou voilà, qui peuvent faire sourire 2 secondes, mais dont on ne se souvient pas et qui pourraient très bien être valables pour X ou pour Y. En fait, c'est ça. Il faut véritablement une marque, si elle a un ADN, il faut que la communication repose là-dessus, ou qu'elle soit tellement forte qu'immédiatement on sache que c'est cette marque. C'est la même chose sur un produit. Regardez le nombre de pubs que l'on peut voir à la télévision, on se dit ah, c'est sympa, et après on nous dit c'était qui je ne sais pas. Oui, voilà. Oui. Donc communiquer à tout prix, bien sûr communiquer, mais communiquer proprement, je dirais. Ouais. Il faut rester cohérent avec cette identité et les valeurs d'une marque. Donc c'est vrai que ce qu'expliquait un petit peu Marc au début, c'est tant mieux pour ceux qui étaient déjà sur ces valeurs, et peut-être des valeurs proches des attentes aujourd'hui des différentes cibles, et tant pis pour les autres. Ou alors il faut peut-être opérer un basculement, mais dans ce basculement, il y a peut-être un danger d'opportunisme, c'est-à-dire dire finalement, si tout d'un coup on décide de basculer vers quelque chose qui est, on est très solidaire, on est très respectueux de l'environnement, ou alors on va tout faire pour attirer des Parisiens. Marc parlait de ça, parce qu'il y a un mouvement de fond de personnes qui seraient intéressées pour aller vivre dans d'autres endroits. Comment on fait pour que cette communication, qui est peut-être ancrée sur un ADN, ne soit pas perçue comme de l'opportunisme? Est-ce que cette réflexion, vous l'avez sur Quand la mer, notamment avec
ces différentes personnes de la région parisienne sont venues s'installer pendant le confinement chez vous? Oui, effectivement, c'est une vraie problématique. En plus, traditionnellement, un territoire plutôt taiseux qui a déjà du mal, enfin, c'était déjà une grosse révolution culturelle de se lancer dans le marketing territorial. Donc, il n'était pas question de surfer sur quelque chose qui était du genre, effectivement, de l'opportunisme ou de la basse récupération. C'est vraiment pas le genre de la maison. Et puis, en plus, bon, alors ça, c'est aussi à titre personnel, mais j'y pensais quand Isabelle parlait tout à l'heure. Enfin, moi, je me souviens du bouquin d'Alain Etchegoyen, philosophe disparu aujourd'hui, mais conseil en entreprise, le fameux La valse des éthiques, qui quand même démontre de manière assez claire que la vraie éthique, c'est celle qui ne se communique pas. Et qu'à partir du moment où une entreprise privée, une entreprise publique commence à communiquer sur le fait qu'elle fait de l'éthique, ça devient suspect forcément. Donc voilà. Alors je ferme la parenthèse pour dire que l'idée, effectivement, c'était, enfin, je crois que toute communication de crise, et tous les spécialistes nous le disent, ça s'anticipe. Ça veut dire que l'idée n'est pas de changer son mode de communication, c'est simplement, en disant simplement, c'est vraiment un raccourci, mais rechanger l'ordre de nos arguments, mais en tous les cas, notre boîte à outils, elle est là et elle doit être là. L'idée, c'est pas d'inventer d'un seul coup une nouvelle qualité du territoire ou un nouvel type d'argument, c'est peut-être quelque chose qu'on ne mettait pas en avant. Nous, par exemple, pour faire très court, on ne parle pas énormément de la qualité du cadre de vie ou de la gastronomie parce que ça nous semble être un signal tellement fort que c'est pas la peine d'en faire des tonnes. En revanche, on va plutôt parler économie et emploi pour être vraiment un territoire perçu comme un territoire où on peut faire une carrière professionnelle. Bah, aujourd'hui, évidemment, on met un peu plus en avant le cadre de vie, le cadre naturel et la gastronomie, sous-entendu gastronomie, agriculture locale, agriculture raisonnée, circuits courts, etc., etc. Oui, on le valorise plus qu'on le faisait avant. On rend un peu explicite des choses qui étaient peut-être plus implicites avant sur ces marques dans cette phase de transition. Est-ce que c'est la même chose au niveau du Finistère, Albin? Est-ce que finalement vous avez une réflexion aussi pour ne pas, quand vous avez repris cette communication, ne pas que ça passe pour une communication un peu en phase, juste, mais que ce soit une communication cohérente avec ce que vous aviez fait depuis le départ? Nous a semblé important aussi, c'est de traduire cette dimension de lien qui est de plus en plus importante et pas communiquer seul. On communique avec les acteurs, soit infraterritoriaux, soit supraterritoriaux. C'est-à-dire, on a notre communication avec notre réseau ambassadeur partenaire, qui peut être y compris une communication B2B. Là, on n'a pas besoin de réassurer avec les valeurs, elles sont déjà partagées. Et on est plutôt dans une forme de sobriété actuellement. Je ne dis pas qu'on laisse passer la vague, ce serait un très mauvais jeu de mots, mais en fait, c'est ce que disait Marc, hein, nous, on est déjà là-dedans. Donc, on ne va pas marteler le message avec des clignotants fluo pour le redire. Ça, ce sont d'autres marques qui font ça, et libre à elles de procéder de la sorte parce qu'elles avaient un peu de retard sur la machine à valeur, si je puis dire. Mais par contre, là, ce qui est important entre cette période d'annonce de saison estivale compliquée, c'est de faire le lien avec les autres acteurs, notamment la région Bretagne. C'est-à-dire que le choix qui a été fait au travers d'une cellule de crise de coordination départementale, c'est bien de se mettre en lien avec la région Bretagne et de faire les choses dans cette dimension permanente de marketing territorial solidaire et participatif. C'est-à-dire qu'à l'identique de la campagne passée à l'Ouest, qui avait vocation à être appropriée par tous les acteurs de la Bretagne, la nouvelle campagne qui s'est déclinée, alors d'une part, on reste sur des fondamentaux, on n'a pas réinventé une formule magique qui permettrait d'être attractif pour un tourisme au-delà du tourisme de proximité régional ou des régions très proches, comme notamment l'Île-de-France. Donc, on a réaffirmé effectivement ce côté que ce soit l'ailleurs est ici ou l'ailleurs peut-être si proche. Enfin, cette thématique-là, on l'a réaffirmée. Voilà, on ne va pas essayer de trouver une martingale particulièrement différente des autres. Mais l'originalité, c'est d'une part le support de la langue bretonne. Donc, c'est bien ce qui fait sens sur le territoire. La langue bretonne, si on communique à l'externe, ce n'est pas forcément évident. Mais justement, on a joué un mélange de langue bretonne et française et l'appropriation par les acteurs du territoire pour que ce soit eux qui se l'approprient dans le cadre du tourisme de proximité. Et ensuite que nous, en fait, avec notre
audience sur les réseaux sociaux, sur la toile. On relaie ce que les acteurs finistériens créent avec leur imagination et cette nouvelle formule de slogan et de visuel. Donc, on est à la fois sur suivre la Bretagne engagée pour le climat et la planète, engagée pour le tourisme de proximité qui se dessine à l'horizon de cette saison. On est sur l'anticipation de la relance à l'automne, avec bien évidemment des communications sur les ailes de saison qui vont se renouveler complètement. Et on est sur mettre à disposition des acteurs finistériens, les ambassadeurs en premier, mais ce n'est pas exclusif, ce kit de communication digitale que la région Bretagne souhaite partager. Et on leur proposera ensuite de faire ce qu'eux ne peuvent pas faire, c'est-à-dire de relayer avec une visibilité de communication où chacun va mettre son copyright, qui son club sportif, qui son site de chambre d'hôte. Voilà, ça c'est vraiment l'élément important de faire lien. Pour éviter l'opportunisme dans ta réponse, hein, c'est de dire finalement voilà, on collabore, on fait en collectif et quelque part voilà, dans le collectif, hein, ça permet d'avancer sur les valeurs du territoire. Alors, je garde les questions toujours peut-être les plus complexes pour Isabelle, mais elle n'en voudra pas trop. Si toutes les marques, finalement, dans leur ADN, quelque chose qui a trait à ces questions de lien, de solidarité, de respect de l'environnement, parce que c'est quand même enfoui dans la plupart des territoires des marques. Finalement, si tout le monde adopte une communication, un positionnement autour de ça, comment est-ce qu'on va arriver à se différencier dans ces approches ? Si finalement cette tendance de fond, on parle de bienveillance, on parle de durabilité, de soutenabilité, si tout le monde communique sur ça, comment on se différencie ? Avant tout, il faut quand même se différencier sur la qualité du produit. Alors le produit, que ce soit un territoire ou que ce soit un produit de grande consommation, c'est la première différence de toute façon. Le consommateur aujourd'hui, même si c'est un consommateur qui recherche la bienveillance, il recherche aussi à se faire plaisir. Enfin, le consommateur, il ne faut pas seulement qu'il raisonne avec sa tête, il faut qu'il continue à raisonner avec le cœur. Donc, il faut qu'il ait un élan vers une ville, vers un territoire, vers un produit alimentaire, vers un t-shirt, ou avant tout. Ensuite, il va rechercher que cette marque lui apporte autre chose, qu'elle complète le premier effet par un deuxième effet qui se coule, je dirais. Mais évidemment, un produit ne peut pas ressembler à un autre produit. Donc la différenciation, elle est là dès le départ. Et sur l'offre. C'est l'offre, absolument. Et encore une fois, ensuite, le consommateur ou le citoyen, parce que là, on parle de citoyen, même encore plus le consommateur, le citoyen va se dire, oui, le message que l'on me délivre est un message qui correspond véritablement avec l'ADN de la marque. Ils sont les Français, ils sont pas dupes. Hein, ils sont pas dupes. Ils voient très très vite quand même si ce qu'une marque a à leur proposer, si encore une fois il y a un produit, s'il est de qualité, s'il correspond à ce qu'ils désirent, et ensuite s'il y a un vrai message derrière. Ouais. Il faut l'offre et la communication vient un petit peu rassurer et conforter tout ça sur ces valeurs qui apparaissent dans cette phase de transition comme de plus en plus essentielles. C'est vrai que de nombreuses enquêtes le démontrent sur à la fois les marques commerciales et aussi des marques de destination. Notamment, on reviendra sur cette question parce qu'il y a une question là sur les marques de destination. Justement, sur cette forme de communication, pendant la période Covid, c'est vrai que les marques, certaines, ont moins communiqué, se sont mis un petit peu en retrait, etc. Et on a commencé à se dire qu'il allait peut-être avoir une forme de communication un peu plus frugale des marques, peut-être moins de choses très ostensibles avec du grand 4x3 un peu partout, de l'achat d'espaces publicitaires dans le métro, et qu'on allait peut-être communiquer d'une manière différente dans cette frugalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez se dessiner? Alors là, je parle plutôt sur du court-moyen terme, c'est-à-dire sur la manière de communiquer. Est-ce qu'on va être plus dans la frugalité? Est-ce qu'on va être sur d'autres formes de communication, d'autres supports? Est-ce que c'est des réflexions que vous avez déjà commencé à entamer, Marc, peut-être sur Caen-la-Mer, sur l'évolution de ces formes de communication? Oui, alors si je me permets un jeu de mots, nous allons essayer de revenir à l'essentiel aussi sur la communication. Ça me rappelle un slogan.
Non, mais ce qui est intéressant, mais je sais plus, je crois, mais alors, je suis pas un spécialiste du japonais, mais il me semble me souvenir que dans le temps, quand je travaillais avec André Santini, grand japonisant, il disait que l'idéogramme de la crise, c'est aussi l'idéogramme de la pause et de la réflexion. Donc, c'est intéressant de se dire que cette crise doit pas être paralysante, c'est surtout le moment de réfléchir. Et de s'apercevoir que nos ambitions communicantes, et c'est là je vais juste parler de communication, il faut quand même les passer au tamis de la réalité. Juste un exemple de réflexion en ce moment où on estime que des campagnes à la télévision pourraient être intéressantes, et immédiatement quand on dit ça, et je me mets dedans à fond, il y a quelque chose de l'ordre de l'ego qui est en train de se gonfler. Comme je serais fier d'avoir un spot de télé sur TMC juste avant Quotidien ou avant Burger Quiz, comme je serais fier de voir mon territoire partout, mais c'est pas parce que je serais fier que ça serait efficace. Alors peut-être que les Canets qui iraient à Paris ou qui regarderaient leur télé eux aussi seraient fiers, mais je suis pas sûr que ça serait efficace à long terme. Et donc en tous les cas, aujourd'hui, il y a des alternatives qui nous paraissaient un peu plan B, mais par exemple être présent uniquement sur le web et sur les replays des télévisions. Eh ben oui, ça c'est vraiment beaucoup plus abordable par rapport au cordon de notre bourse, et surtout ça nous semble beaucoup plus ciblé. Et je crois que quand je disais on en revient à l'essentiel, c'était pas qu'un gadget, c'était pour dire qu'aujourd'hui qu'est-ce qui compte, en tous les cas pour les territoires, et je vais au moins modestement parler que du mien, c'est d'aller toucher la cible là où elle est. Donc j'ai pas besoin de parler à tout le monde, j'ai besoin d'aller toucher ma cible. Et qu'aujourd'hui il y a des outils qui sont, c'est de la chance, abordables financièrement, principalement sur le digital, que ce soit des réseaux sociaux ou des sites internet, qui vont me permettre, à un coût totalement abordable, d'aller toucher ma cible et seulement ma cible. Plutôt Facebook et Google, c'est ça pour Quand la mer sur la partie digitale? Alors, on est présent à l'année sur le Google via le search, où on est associé en lien sponsorisé par rapport à toute une série de mots-clés que les Parisiens sont censés taper pour changer de vie. Et puis, on a régulièrement des campagnes. On en a une en ce moment sur Facebook autour de la thématique revenir à l'essentiel, et d'autres sont prévues à la rentrée. Je voulais juste dire un mot sans monopoliser trop le micro sur le CARE et sur ce que disait Isabelle tout à l'heure. Moi, je me méfie un peu de ça aussi. Moi, je pense qu'en tous les cas, le CARE en général, ça doit pas être un sujet de communication, ça doit au contraire imprégner tous les autres sujets de communication. L'idée est pas de dire je fais du tourisme, je fais de l'économie, je fais de l'agriculture et éventuellement je fais du CARE. Non, c'est tout ça qui doit, ça doit être totalement transversal, et ça doit imprégner toutes les facettes et toutes les actions d'un territoire. Oui. Et de ton côté, Albine, parce que ça fait depuis très longtemps que tu travailles sur les marques, et pas seulement les marques territoriales, hein, tu as travaillé aussi sur d'autres marques dans les services publics. Comment tu vois cette évolution de la communication? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une phase de transition, le fameux tamis dont parlent les marques? Comment ce tamis va impacter un petit peu les modes de communication de ces marques territoriales, mais plus publiques, hein, globalement? En fait, l'évolution, c'est justement ce lien qu'on fait entre les marques du secteur privé, commercial, et l'action du service public local. La marque de territoire, elle se positionne finalement un peu comme une passerelle entre ces deux univers assez différents. On l'a vu pendant la période du confinement, hein, le service public a retrouvé une forme de légitimité, de pertinence. Il a incarné les valeurs que les citoyens attendaient. Je ne pense pas que ce soit un effet à court terme, enfin, en tout cas, c'est à souhaiter. Et effectivement, la dynamique de solidarité, la dynamique d'inclusion, elle est au cœur non seulement des valeurs du service public local, mais elle est aussi dorénavant une composante majeure de l'attractivité d'un territoire. C'est-à-dire qu'avec le développement de la valeur d'usage plutôt que la valeur de possession, eh bien, la part d'attractivité dans un territoire correspondant à ce qui est produit en termes de services prend de plus en plus d'importance. Donc, c'est à la marque de territoire de savoir faire le lien entre l'action du service public local, l'action déployée par la marque de territoire elle-même avec une agence d'attractivité ou d'autres acteurs, peu importe, et les acteurs du secteur privé. Moi, je pense que l'avenir, elle est aux marques de territoire qui ne se regardent pas le nombril,
mais qui regarde du côté à la fois du service public local, parce qu'on est souvent rattaché un peu ou prou à un organisme public, la plupart du temps, et les acteurs privés, qu'ils soient des entreprises, des associations, des clubs sportifs ou des événements culturels. Et je pense que nous sommes réellement en situation, non pas de monopole, mais de réel avantage à pouvoir faire ce lien entre les acteurs publics et privés autour de la démarche d'attractivité qui ne s'entend plus maintenant uniquement comme compétitivité économique ou touristique, mais qui s'entend également, alors pourquoi pas utiliser ce terme un peu provoquant de compétitivité sociale, c'est-à-dire la capacité d'un territoire à être inclusif et à incarner ces valeurs partagées de solidarité. Et pour en revenir à ce que disait Isabelle Husnik, c'est quand même l'offre aussi qui compte avant tout. Cette dimension de partage et de solidarité d'initiative, on va le retrouver dans un travail sur les protocoles sanitaires pour partager le savoir-faire marketing de protocoles sanitaires au niveau d'un territoire, de manière à ce qu'il y ait une entente entre les acteurs qui se coordonnent. Je vais donner un exemple très concret, très terre à terre si je puis dire, mais qui était nouveau pour nous, c'est d'avoir mis en place au moment du déconfinement une carte interactive des plages accessibles, parce qu'il y a eu un grand débat sur les plages accessibles, les protocoles à respecter ou pas. Et on a fait un travail de partenariat avec la préfecture, et c'était sur le site Tout commence en Finistère qu'on trouvait, au fur et à mesure de publication des arrêtés préfectoraux, les cartes des plages accessibles. Et ce site était partagé sur le site officiel de la préfecture du Finistère. Donc, on voit bien que la dimension de lien solidaire, y compris entre acteurs publics, la préfecture n'a pas forcément l'habitude de communiquer sur l'attractivité du territoire. Là, c'était de dire, sur votre territoire, certaines plages sont accessibles et par contre, attention, vigilance, avec tout l'impact d'audience que peut avoir une communication de la marque Tout commence en Finistère. Sur certaines plages, les gravelots ont pris l'habitude de nicher, donc on ne va pas les rouvrir parce qu'il faut protéger leur nidification. Donc, vous voyez, on est vraiment sur à la fois, les Finistériens, ils ont besoin d'aller prendre l'air, c'est très clair. Ça commence à déconfiner 100 km de distance, on commence à avoir un petit tourisme de proximité infra-régional ou infra-départemental. La préfecture, c'est elle qui donne l'autorisation et le feu vert de rouvrir aux communes, qui elles-mêmes mettent en place des conditions d'accès aux plages. Et nous, on a fait le lien entre tout ça pour communiquer. Il y a une dimension d'attractivité, mais pas que. Donc, cette communication de marque, c'est ces marques territoriales qui deviennent des marques publiques, des marques d'intérêt général. C'est vrai qu'on a vu de nombreuses marques de territoire qui, pendant la crise, sont devenues plus des marques d'intérêt général, qui ont aidé justement à faire vivre un petit peu plus ces collectifs qui étaient dans des contextes très particuliers. Alors, moi, j'ai une question spécifique là, sur le tamis. Et du coup, c'est une question que je vais poser à Isabelle. Lorsqu'on communique vers des cibles. Mais également, l'une des particularités, c'est qu'on communique vers ceux qui vivent sur notre territoire, parce qu'ils voient nos communications. Et est-ce que finalement, on va devoir de plus en plus prendre en compte ces préoccupations, c'est-à-dire comment va être perçue ma communication par les habitants du territoire? Et pour Isabelle, je dirais, sur une entreprise, est-ce qu'on a ce même réflexe, c'est-à-dire comment est-ce que ma communication va être perçue par les aficionados de la marque, par ceux qui sont mes clients fidèles? Est-ce qu'on a cette réflexion qui existe déjà? Aujourd'hui, les marques, de façon globale, on sait qu'il est plus facile de garder un client que d'en faire venir un nouveau. Toutes les études de marketing le prouvent. Donc il faut impérativement fidéliser un maximum, continuer à fidéliser, en effet, les aficionados. Mais pour autant, il ne faut pas non plus négliger les autres. Donc c'est une communication pas en deux étapes, mais qui est parallèle. Il faut de plus en plus fidéliser, en effet, ceux qui vous aiment. Il faut leur apporter encore plus de services. La notion de service est capitale aujourd'hui, véritablement. Qu'est-ce qu'une marque, que ce soit un territoire ou un produit, peut apporter en plus à son consommateur ou au citoyen ou à l'individu qui la fréquente? Et puis ensuite, en effet, faire venir d'autres en expliquant qui on est, quelle est en effet sa raison d'être, quel type de produit on offre. Et donc les deux, mon général, les deux. Les deux, et sur ce marketing implicatif, tu parlais notamment de body shop, de
Patagonia qui vont aller de plus en plus sur un partage. Alors, c'est pas pour dire la marque n'appartient plus à Body Shop ou à Patagonia, elle appartient à ses consommateurs, mais pas loin. Alors, de plus en plus, on a des marques qui s'identifient à ses clients. Donc, comment elles évoluent, ces marques partagées? On verra après, on posera la question sur les marques territoriales, mais comment elles font, ces marques commerciales, pour se partager? En fait, ce sont des marques qui appartiennent aux consommateurs et les consommateurs appartiennent à la marque. C'est-à-dire il y a un vrai mélange. Si on prend Patagonia, Patagonia, c'est un exemple à part parce que Patagonia s'est créé véritablement sur le modèle d'une marque complètement bienveillante. Ils ont créé 1% pour la planète, dont ils sont membres. Patagonia va même jusqu'à ouvrir, ils ont ouvert il y a quelques mois un café à Londres, qui est un café responsable où les citoyens peuvent venir. Ils ont des informations sur les associations pour la planète. Ils peuvent signer des pétitions. Enfin, la marque va au-delà de son but initial, qui était de vendre un produit. Donc là, c'est véritablement l'ADN de la marque. C'est sa raison d'être au départ. D'autres marques comme Body Shop, qui évidemment dès le départ étaient des marques n'utilisant pas des produits testés sur des animaux, mais ils vont aussi plus loin en impliquant les consommateurs, en demandant aux consommateurs quand ils sont dans les magasins d'agir, de réfléchir même à la fabrication de produits. Donc il y a cette implication du consommateur qui est de plus en plus forte. Alors c'est évidemment plus facile pour des marques qui se créent de zéro. Il y a plein de marques aujourd'hui, les fameuses Digital Vertically Brand, les DNVB, qui, elles, partent de zéro. Donc, partant de zéro, évidemment, dès le départ, elles disent on est clean. Dès le départ, elles disent on fait du bien à la planète. C'est beaucoup plus facile qu'évidemment pour des marques anciennes, bien sûr. Oui, qui ont de l'existant. Donc, c'est des marques commerciales qui deviennent de plus en plus des marques citoyennes et qui glissent vers ça. Est-ce que les marques de territoire, qui sont des marques en effet citoyennes à l'origine, renforcent ce côté citoyen dans le partage? Bon, on connaît les ambassadeurs, Albin en a parlé tout à l'heure. Est-ce que, Marc, du côté de Camp-la-Mer, on a cette réflexion par rapport aux habitants, comment on va partager ces marques et comment on va faire évoluer ces différentes marques avec les acteurs du terrain? Oui, alors pour l'instant, une fois de plus, et c'est pas du tout un alibi, la marque est récente, la démarche est récente, donc tout n'a pas été mis en œuvre. Mais par exemple, le positionnement La Liberté s'est gagné ici c'est le fruit d'une coproduction et d'une association de la population sur le choix d'un message générique. Voilà. Là où on sait qu'il faut qu'on soit vigilant et là où on sait qu'il faut qu'on trouve quelque chose, c'est que il y a en ce moment deux dangers qui nous guettent. Il y a par rapport aux habitants, il y a l'idée de dire qu'on dépense de l'argent pour quelque chose qui pourrait paraître superficiel justement, et il y a quelque chose de qui on veut attirer. Et qui on veut attirer, c'est, je le disais tout à l'heure, plutôt le Parisien. Or, pendant 3 mois, le Parisien, il a été stigmatisé. Et la dernière fête de la musique, ou les images en tous les cas qui passaient en boucle de la fête de la musique, le montrent comme quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de dangereux dans son comportement, dangereux pour lui-même, dangereux pour les autres, et qu'en plus, paraît-il, qu'il est venu squatter discrètement en Normandie pour passer un confinement au bord de la mer. Donc si c'est ça l'image, nous, en tant qu'entité publique, il va falloir qu'on explique à la population que oui, on va aller chercher des gens qui sont égoïstes avec un comportement dangereux et qui en plus vont vous amener du virus. Non, évidemment. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une réflexion à avoir et on est très conscient de ça. Et on est aussi très conscient que si la crise économique se déploie à la vitesse où on nous l'annonce, avec des conséquences comme on nous l'annonce sur l'emploi, il sera aussi et évidemment prioritaire pour les élus, sans doute de mettre un frein sur notre pédale à nous, aller chercher des talents extérieurs pour plutôt servir en priorité les habitants du territoire. Parce que notre mission n'est pas que de créer de l'emploi ou de donner de l'emploi à des Parisiens. Notre mission, elle est aussi de créer des richesses et de créer de l'emploi au bénéfice des habitants du territoire. Ouais, donc voilà. Ils sont déjà dessus, ouais. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas donné de recette miracle, mais en tous les cas, c'est une conscience réelle et c'est quelque chose qui doit nous guider, nous encadrer pour nous empêcher de communiquer de manière un petit peu trop fleur au fusil et un petit peu trop béate.
Ouais, ou extatique. Voilà. Sur cette question du partage, Albine, de ton côté, est-ce que tu penses que ces marques voilà, portées par des ambassadeurs vont de plus en plus être partagées, coportées, ou est-ce que ce sera de plus en plus compliqué peut-être de les faire partager, les faire porter par d'autres, comme l'expliquait Marc, en disant que c'est peut-être compliqué de demander à des habitants du territoire de partager la marque pour attirer des publics qu'ils n'ont pas envie de voir venir. Est-ce que tu penses qu'on sera plus encore dans le partage ou peut-être qu'il y aura un petit frein par rapport à ce partage des marques de territoire? Alors, ça dépend des domaines d'activité, mais en tout cas, le partage et le portage de la marque par les ambassadeurs, nous, c'est dans l'ADN depuis 2011 de la marque. Elle a été créée pour répondre à deux objectifs. Il y avait la propre stratégie d'attractivité du département, dans le cadre d'un agenda 21, mais surtout, il y avait l'idée de créer un outil de marketing territorial et de mettre à la disposition gracieusement des acteurs locaux qui le souhaitaient et de les accompagner avec des formations en marketing territorial. En fait, l'idée, c'était de leur expliquer, vous avez un actif immatériel possiblement utilisable, apprenez à l'utiliser à votre avantage et du coup, l'avantage sera forcément partagé puisque c'est un cercle vertueux, la réputation de la marque augmente, donc elle a plus de valeur. Donc, si vous l'utilisez, pour vous, c'est intéressant, ça vous donne de l'attractivité pour votre activité. Au-delà, bien évidemment, le partage avec les acteurs locaux, c'est pas forcément uniquement dans l'intérêt de l'attractivité du territoire pris de manière abstraite, c'est dans leur propre intérêt et bien évidemment, c'est ce partage sur le territoire qui rend la démarche performante. Je vois passer pas mal de questions, je me permets de te le signaler, Christophe, parce qu'il y a des personnes qui ont posé des questions au début et qui s'attendent peut-être à ce qu'elles soient traitées, mais en tout cas, il y en a une qui est revenue souvent et que je m'apprêtais à traiter, c'est la question des influenceurs. C'est très intéressant puisque nous, on a fait évoluer au sein du pôle éditorial et marque la mission des relations presse vers une mission relations presse et influenceurs. Et on organise des voyages, non seulement presse classique, mais également des voyages influenceurs avec une éthique qui est la prise en charge du voyage. Oui, mais pas la rémunération. C'est-à-dire qu'on propose un voyage, tout commence en Finistère, qui sont exactement intéressés par les valeurs du territoire, par la thématique qu'on va développer. Il se trouve qu'en 2020, nous avons tous les ans un nouveau sujet, c'est le bien manger. Alors, c'est tombé vraiment au mieux, si je puis dire, dans cette période, de réaffirmer l'ancrage local et avec la dimension très nourricière de la Bretagne et du Finistère, avec des activités de pêche et d'agriculture. Mais en tout cas, on a travaillé aussi avec les ambassadeurs pour fabriquer un nouveau produit qui sera, on l'espère, commercialisé à la rentrée. Donc, on est sur cette démarche de partage. Et s'agissant des influenceurs, on va plutôt là, sur l'été qui arrive, transformer en influenceurs des gens qui ne l'étaient pas forcément, c'est-à-dire des acteurs locaux, mais également demander à ceux qui se positionnaient avec une dimension micro-influenceur, et on l'assume, d'avoir une action beaucoup plus visible avec nous durant l'été. Et on reprendra nos voyages d'influenceurs, je dirais, externes, si on peut utiliser cette expression-là, à la rentrée. Donc, on est bien sur cette dimension d'influence au sein du territoire par des acteurs locaux qui vont la partager. Et chacun la partage, je dirais, à sa propre sauce, c'est-à-dire selon l'activité de l'ambassadeur ou du partenaire, il la partage avec une visibilité locale, départementale, régionale, nationale. Chacun utilise la marque à son propre avantage. Et on reste peut être un influenceur. Dimension de périmètre. Si on va sur des salons immobiliers nationaux, internationaux, ça n'est pas la marque Tout commence en Finistère qui est pertinente. C'est l'action régionale avec la visibilité minimum de la Bretagne. Ok, donc chacun en effet peut jouer ce rôle de micro-influenceur dont tu parlais, hein, sans forcément aller sur l'influence externe. Alors, tu as bien préparé le passage vers les questions parce qu'en effet, il nous reste une dizaine de minutes là, pour aborder différentes questions. Alors, il y a quelques questions qu'on retrouve fréquemment hein, sur les sujets de marketing territorial. La question de l'échelon territorial le plus approprié, c'est Cédrine Zimbo-Le-Brenon qui pose la question. Quel est l'échelon territorial le plus performant pour développer une marque de territoire? Et peut-être derrière cette question, hein, je complète. Est-ce qu'on va réfléchir différemment sur ces échelons de territoire par rapport à ces marques? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va évoluer dans cette réflexion? Je vois que Marc acquiesce, du coup, je te donne la parole. Oui, mais
Parce que c'est une réflexion, j'allais dire, on se pose la question tous les jours, mais il se trouve que depuis 2017, il y a une démarche officielle d'attractivité de la Normandie, donc l'agence Normandie Attractivité que tu connais bien, et on collabore aussi. Et on connaît et on travaille régulièrement aussi avec le département du Calvados, en particulier le CDT, mais CDT qui est devenu Calvados Attractivité. Et donc à la fois, on pense que c'est une chance d'avoir une dynamique un peu comme ça à différents échelons, et par moment, oui, on a l'impression peut-être de se marcher sur les pieds ou de se faire de l'ombre. En tous les cas, nous, on estime que, par exemple, quand on communique sur le territoire qu'en Normandie, on est sur une échelle qui est plus proche de l'aire urbaine INSEE que de la seule communauté urbaine. En gros, l'idée, c'est quel est le bassin de vie cohérent. Est-ce que c'est cohérent de dire, alors je veux pas rentrer dans le détail, mais est-ce que c'est cohérent de dire qu'à Caen, on a l'habitude, pourquoi pas, d'aller faire un peu de varap en Suisse normande, qui est assez loin? Oui. Évidemment, c'est une habitude. Voilà. Est-ce qu'on peut parler du Mont-Saint-Michel? Oui, peut-être, mais en tous les cas, on n'y va pas tous les jours. Par contre, on peut parler d'autres choses. On peut parler d'Étretat qui est plus. Enfin, je donne des exemples comme ça. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a un vie, et je pense que c'est là-dessus, sauf que bien sûr, le bassin de vie, ça correspond pas à une entité administrative. C'est ça le problème. C'est plutôt pour répondre à la question, c'est plutôt la collaboration, la coordination de différents échelons territoriaux que de dire il y a un échelon qui serait plus pertinent qu'un autre. Est-ce que tu as dans ce sens-là, toi, Albine, également, je sais que vous êtes sur des marques qui sont très imbriquées par rapport à la marque Bretagne, le Finistère, Brest également, qui est dans cette démarche. Donc, c'est plutôt cette coordination qui est importante plutôt que l'échelon en tant que tel. La coordination, elle est très importante sur la marque Finistère par rapport à la Bretagne. Elles ont été créées dans les mêmes périodes, les mêmes séquences, et soit pour des questions de coût, parce que c'est de l'argent public. En fait, nous, on a décliné le fait qu'on était avant tout, notre première mission, ambassadeur de la marque Bretagne. Déjà, ça change bien le positionnement de se décréter comme ambassadeur de la marque Bretagne. Ensuite, tout le travail qui avait été mené avec le portrait identitaire de la marque Bretagne et la charte graphique a été repris et décliné avec une spécificité finistérienne. Donc, on n'a pas réinventé la poudre. Ce qui me semble important d'affirmer, c'est que, comme le disait Marc, le bassin de vie identitaire et affinitaire, il ne se décrète pas par un périmètre administratif, il existe de manière naturelle, spontanée et partagée. Et c'est là où la marque de territoire est pertinente, mais on peut décliner des démarches d'attractivité territoriale sans marque de territoire, parce que la marque, c'est un outil très exigeant qui est conçu pour durer, donc il ne s'adaptera pas à un échelon de périmètre administratif qui va évoluer comme les intercommunalités notamment. Mais la marque de territoire, ça n'a pas vocation à être une organisation. Donc la marque de territoire, elle peut être déployée par l'acteur finistérien qui est le conseil départemental, par tous ces organismes associés, Chemin du patrimoine, Finistère 360, mais elle est déclinée aussi par des acteurs locaux qui sont sur un périmètre géographique autre. Ce n'est pas nécessairement à la dimension territoriale. Elle peut être déclinée aussi bien par une commune qui est dans le périmètre du pays de Brest que par une commune de Sud-Cornouailles, peu importe. En tout cas, les démarches d'attractivité, elles ont vocation à être partagées avec ou sans marque de territoire. Et à partir du moment où on se coordonne, alors nous, on est sur un territoire ultra identitaire et affinitaire. Nous, c'est une kyrielle d'identité et ça va du pays Bigoudin au pays Fouet-Nanterre avec parfois, effectivement… Chacun pour avoir sa marque. Voilà, pour avoir des conceptions parfois micro-territoriales qui peuvent paraître étranges, mais peu importe, on a plusieurs cartes identitaires dans notre manche, autant les sortir toutes, mais les articuler entre elles et les coordonner, ça c'est le minimum. Mais il ne faut pas confondre la marque de territoire avec sa caractéristique identitaire et affinitaire et la compétence d'une collectivité territoriale. Ce sont deux choses différentes. Il faut bien dissocier les deux. Alors sur justement cette question de la marque, on a eu des entreprises qui se positionnaient un peu sur le no-logo. Est-ce qu'on a des choses comme ça dans les entreprises finalement où on a une réflexion pour la marque en disant bon finalement c'est peut-être pas si essentiel que ça, faisons notre job, faisons des bons produits, occupons-nous de nos salariés et finalement ça suffira la marque employeur. Est-ce qu'on a ça, Isabelle, dans certaines marques? Non, très peu. Non. La marque employeur, elle est forte à côté de la marque commerciale et du logo. Enfin, pour moi, une marque qui n'aurait pas de logo, c'est juste une aberration. Comme si nous quatre, on n'avait pas de prénom. On a un nom et puis on a aussi un prénom. Et voilà. Et le no logo,
beau logo, ça me semble véritablement utopique. juste. Voilà, absolument. On a même quelqu'un avec un très beau prénom qui s'appelle Marc, donc ça tombe très bien. Et j'enchaîne sur les questions. Alors là, il y a une question sur les marques territoriales, marques de destination. Plutôt, je pense pour Albine, parce que c'est vrai que tout commence en Finistère, il y avait une dimension touristique forte. Il y a eu également le nautisme avec lequel vous travaillez sur l'agence Finistère 360. Donc, ces différences sur la marque territoriale, marque destination, comment on arrive à faire collaborer ces différentes marques? Alors, juste un point de précaution, c'est que dans le contexte actuel, on est recentré sur l'enjeu touristique et tout le monde focalise là-dessus, et à juste titre, à tel point que on a assumé, nous, en tant qu'agence d'attractivité existant depuis 2018, issue d'une fusion entre le CDT, Notissement Finistère, et avec la marque de territoire, qui dès 2011 avait cet objectif d'attractivité globale et partagée. Donc, on a assumé le fait de revenir sur un cœur d'activité dédié au tourisme et au nautisme, parce que nos activités nautiques, c'est vraiment la spécificité du Finistère, hein, avec 1200 km de côte, sont fortement malmenées par les protocoles sanitaires. Hein. Je vous laisse le soin d'imaginer leur application, c'est pas simple. Donc ça, il y a cette séquence très particulière à court terme où on se recentre là-dessus, mais sinon, l'attractivité du territoire en silo pour la communication ou en marketing segmenté, ça n'est plus dans les tendances de la pratique contemporaine, c'est-à-dire que en fait, un visiteur qui vient sur le territoire, maintenant, il a aussi envie d'avoir accès à un espace de coworking. Il a aussi envie d'avoir accès à une découverte de tourisme patrimonial des savoir-faire d'entreprise. Enfin, maintenant, on le sait, hein, je ne veux pas refaire ce sujet-là, mais l'attractivité touristique de manière distincte de l'attractivité globale du territoire n'est plus tellement envisagée, même si on voit voilà, il y a une spécificité touristique, c'est évident, et notamment dans le Finistère. Donc, on a une dynamique d'attractivité touristique forte. Et sur notre marque, en fait, effectivement, au départ, quand on a fait l'étude Ipsos en 2017 pour mesurer la marque de territoire, l'évaluer, elle est ressortie avec une très forte prégnance d'image touristique, parce que les premiers à s'être appropriés une marque de territoire, ce sont les acteurs du tourisme. C'est dans l'ADN du tourisme que de s'approprier l'identité compétitive et attractive d'un territoire. On avait une question, peut-être plus spécialement dédiée à ceux qui sont sur l'essentiel, hein, donc l'essentiel est sur Caen. Et donc, on avait une question qui disait finalement, voilà, on a beaucoup de territoires qui communiquent hein, sur ces valeurs d'apaisement, d'essentiel, etc. C'est Véronique Vaucanson qui posait la question. Pour une cible parisienne et urbaine, bon, Marc, tu parlais de cette cible parisienne, comment est-ce qu'ils vont arriver à choisir si, on va dire, tous ces territoires communiquent hein, sur l'essentiel, sur l'apaisement, sur le retour aux sources? Comment est-ce qu'on va arriver, bon, ça rejoint un peu la question que j'ai posée à Isabelle tout à l'heure, mais à se différencier finalement entre ces territoires? Je crois qu'il va falloir amener des preuves, simplement. Et puis, il y a une carte que nous, on peut jouer. Alors, c'est pas du tout un jugement de valeur par rapport aux autres territoires. Et si je pense à la même Véronique Vaucanson que j'ai connue dans une autre vie, elle est de Saint-Étienne, c'est pas du tout une histoire de concurrence. C'est que nous, évidemment, on a la chance d'avoir une histoire très ancienne qui remonte quasiment au 19e siècle entre la Normandie et Paris. Enfin, en tous les cas, entre l'ex-Basse-Normandie, ouais, en particulier par le Calvados, et donc ce lien de connaissance, de reconnaissance et ce lien d'appréciation, évidemment que c'est un atout qui est pour nous assez unique et qui va certainement nous faciliter les choses. Ce qui ne veut pas dire que d'autres territoires vont pas faire des choses très bien, mais voilà, on a cette chance-là, donc on va évidemment en profiter. Après, tout ça n'est que de la com si on n'amène pas des preuves. Voilà. Voilà. Quand on signe la liberté, c'est gagné ici. C'est pas uniquement à ressortir chaque 6 juin pour fêter le débarquement. C'est aussi parce que on accueille le Forum mondial pour la paix de la région Normandie. C'est aussi parce que le Mémorial organise la plaidoirie des droits de l'homme, etc., etc. Voilà. Donc, si on ne fait que s'auto-proclamer, c'est que de la com, c'est que de la pub, et puis ça va retomber très très vite. Il faut être légitime sur ces sujets. On a une question également, on en a un peu parlé par rapport aux habitants, comment ils réagissent par rapport à ces campagnes d'attractivité. C'est Paul Vengeon qui pose la question.
Dans ce contexte on dit transition, Covid, les territoires n'auraient-ils pas plus intérêt à privilégier la communication vers les habitants, vers leurs habitants, puisque l'on parle de service public, donc est-ce que ces marques de territoire vont peut-être parler de plus en plus aux habitants, de moins en moins à des cibles externes? Est-ce qu'on va de plus en plus peut-être se recentrer sur ces habitants qui sont de potentiels micro-influenceurs? Albine, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'on va repositionner aussi un petit peu certains messages plus vers l'interne et un peu moins vers l'externe? Alors en fait, s'agissant de la démarche Tout commence en Finistère, sur la séquence longue, elle a été créée pour cela. Donc, on a commencé à imaginer des extra-ambassadeurs, en fait, c'est-à-dire les ambassadeurs extraterritoriaux, donc on les a appelés extra-ambassadeurs 29, depuis 1 ou 2 ans seulement. On s'est quand même vraiment en priorité orienté vers cette fierté régionale qui est assez spontanée, se dire que c'est finalement un actif immatériel, cette identité de territoire pour un certain nombre de raisons affinitaires, et parce qu'elle est partagée, et la marque de territoire a été appropriée. Les habitants, les acteurs locaux se sont reconnus dans cette signature un petit peu originale. Donc, c'est bien à eux qu'on parle. Il y a eu aussi une question concernant les usagers, effectivement. C'est-à-dire que maintenant, la marque de territoire, elle va parler aussi bien de la dynamique et de l'efficacité du service public que de toute l'offre qui découle des acteurs privés présents sur un territoire qui partagent l'identité de la marque. Donc, elle s'adresse autant à l'usager du service public qu'au consommateur du secteur privé. Oui, la qualité du service public, c'est aussi un axe de communication de ces marques-là. On arrive sur la fin de notre webinaire. On a passé 1 heure ensemble. J'espère que ça a donné quelques pistes et quelques inspirations pour les personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette partie inspirationnelle dans le Finistère, dans la région de la Normandie autour de Caen et Isabelle également avec le magazine Influencia. C'est notre dernier webinaire de cette semaine un peu inédite du Place Marketing Forum. C'était la 7e édition. Cette 7e édition s'est tenue totalement à distance. Vous avez été près de 800 à nous suivre. On a eu 800 inscrits uniques avec une moyenne à peu près de 130-140 personnes qui nous suivaient en direct. On est très fiers d'avoir pu rebondir également dans ce contexte un peu complexe pour tous les organisateurs d'événements. Et donc, c'est vrai que voilà, on tient à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, à la fois les participants dans nos webinaires, plus de 50 personnes là, qui ont participé. Également, moi, je tiens à remercier les équipes de la chaire qui se sont énormément mobilisées pour qu'on puisse réaliser cet événement en un temps record, parce que la prise de décision a été quand même assez tardive, donc sur la volonté de faire un webinaire en ligne. Donc, un grand merci à Camille, qui a œuvré très fort sur cette plateforme Livestorm, à Annie également, qui a œuvré pour contacter tous ces intervenants et que ça s'organise de la meilleure manière. Un grand merci à Sarah, directrice adjointe de la chaire, qui a travaillé là-dessus. Un grand merci à Christine également, qui a animé, qui fait des fiches de veille, qui connaît très bien tous ces sujets. Un grand merci à Laura Carmouze, qui a animé la journée d'hier sur la partie inspiration d'avant-hier sur les projets urbains. Et également à Léo Dejeune qui nous a quittés. Alors lui, pour la Bretagne, il se rapproche de chez Albine. Il a été recruté à la région Bretagne pour travailler sur le tourisme. C'est un très bon recrutement. On est ravis qu'il soit parti en Californie, c'est ça, Albine, hein, il est en Californie du côté de Rennes. Ouais. Et on a également une pensée pour une personne qui aurait dû assister à ces webinaires en ligne au Place Marketing Forum, c'est Pascal Laperche, qui est un ancien auditeur de la chaire, qui nous a quittés cette année. Beaucoup de personnes l'avaient croisé, l'appréciaient, donc on a une pensée très émue pour lui, parce qu'on aurait aimé qu'il soit avec nous en ce moment en train de regarder ces webinaires, et notamment sur des sujets qui le passionnaient, comme les territoires ruraux. Donc, on va remercier tous les partenaires qui nous ont permis d'organiser ça également, c'est-à-dire les différents territoires qui sont partenaires de cette chaire. On a une 30aine de territoires sur toute la France, à tous les échelons territoriaux, des villes, des intercommunalités, des métropoles, des départements, des régions qui nous soutiennent. Également des entreprises. On a différents partenaires qui nous ont
donné finalement beaucoup d'aide, le magazine Brief, The Line, Gomet qui nous ont accompagnés. Et on a même des territoires qui ont fait preuve d'une grande solidarité en laissant leur inscription pour nous permettre également d'organiser cette édition en ligne. Nantes-Saint-Nazaire Développement, Ardennes Développement, Destination Alsace Tourisme, l'Office du tourisme intercommunal d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, Euroméditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole, également MMAP, qui ont décidé de garder leur inscription, même si l'édition était en ligne. Donc, on a eu énormément de cas qui ont été récompensés cette année avec, j'espère, des cas qui vous ont inspiré. On va remercier la participation de Biscaya Talent avec M. Ivan Jiménez qui a présenté son projet. Bianca Mercier de Wonderful Copenhagen qui a présenté le projet Tenix Copenhagen. Ça, c'était mardi. Monsieur Vatinev de Sini Oko qui a présenté le projet de la cité fertile Pantin, c'est la catégorie des grands projets. Madame Saskia Bir qui a présenté Transform City, c'était le cas d'Amsterdam notamment. Et enfin aujourd'hui, Costa Rica, la marque essentielle Costa Rica sur Nation Branding, c'était Monsieur Valverde qui a présenté également. Donc merci à tous ces territoires qui ont répondu positivement à notre invitation et à cette récompense. L'an prochain, on sera sur Marseille, mais dans le « on sera », je mets des grands guillemets, parce que désormais, il vaut mieux utiliser des grands guillemets, mais on a réservé. Donc, vous pouvez réserver votre 16 et votre 17 septembre 2021. On sera ravis de vous retrouver au Parc Chano de Marseille, après vous avoir vu en ligne. Et donc, on fera une nouvelle édition, ce sera la 8e de ce Place Marketing Forum l'an prochain sur Marseille, avec à nouveau différents participants, différentes thématiques. L'objectif, c'est toujours d'être capable de connecter des acteurs de terrain avec le monde de la recherche, avec des personnes qui sont aussi à l'interface des secteurs publics, privés, et qu'on arrive finalement à produire un peu d'intelligence collective sur ces sujets qui nous passionnent. C'est peut-être la caractéristique principale de ces métiers autour de l'attractivité des marques, c'est que les gens sont des passionnés. C'est toujours agréable de travailler avec des gens qui sont passionnés. Un dernier petit mot justement pour ces passionnés. Nous, on a la chance de former des jeunes sur ces métiers, des étudiants. On propose de l'apprentissage. On sait que la relance passe par l'apprentissage, je l'ai entendu sur des ondes radio. Donc, n'hésitez pas sur ces sujets à faire appel aux apprentis de la chaire qui vont arriver l'an prochain, parce que c'est également ça l'avenir des territoires, c'est de former. Et quand on forme à l'université, on forme dans les territoires, et à la fin, c'est comme ça qu'on produit cette intelligence collective. Merci à tous. Merci Isabelle, merci Marc, merci Albine pour ce 15e webinaire avec tout le monde. Et je vous dis à l'année prochaine, en 2021, à Marseille. Bravo. À bientôt. Merci. Au revoir.